Bon retour sur le plateau de la d'FDJ, la Française des Jeux, pour cette dernière séquence, cette dernière partie de cette 146e convention à marque consacrée à la réclamation, au traitement de la réclamation. Back to Basics, je vous le disais en ouverture de cette matinée, nous avons un invité qui nous vient d'un autre univers, un univers qui est fortement connu, ou en tout cas que les Français croient connaître. En tout cas, ils se le sont appropriés, notamment à travers le film dont on a pu partager ensemble la musique, à savoir effectivement les gendarmes à Saint-Tropez. Voilà, cette image proche notamment dans nos territoires, où souvent la gendarmerie, je crois, la poste et les pompiers sont encore les derniers acteurs à représenter effectivement le service public. Merci beaucoup, Général Monin, de nous faire l'amitié de participer à cette convention pour venir partager de votre expérience. Alors une expérience qui est multiples. Je n'oserais pas dire que vous avez eu plusieurs vies, un peu à l'image d'un sphinx, mais vous êtes passé par l'école de guerre où vous avez également enseigné. Il y a quelques mois, nous avions eu l'amiral Finas qui a également dirigé cette école et dont nous avons encore, pour certains, je crois, le souvenir sur la notion de l'incertitude, comment gérer effectivement l'incertitude. Vous viendrez, vous, ce matin, pour nous parler plutôt peut-être de votre expérience, votre expertise sur comment accompagner, comment mener des enquêtes et notamment comment accompagner nos hommes, nos femmes, également dans ces tâches qui sont souvent âpres. Je disais, école de guerre, vous avez également enseigné, vous connaissez également l'univers de l'entreprise, puisque vous avez mené des missions, notamment auprès d'EDF, dans les questions de sécurisation, je crois, par rapport à nucléaire, des questions également d'expatriation. Vous avez également été dirigeant au centre de formation continue des dirigeants de la gendarmerie. Donc je crois que tout ce qui touche au domaine de la doctrine, de la formation, du passage d'informations, on parlait ce matin avec Jean, d'être des passeurs, des vulgarisateurs. Je pense que c'est quelque chose qui est également une des cordes qui est à votre harpe. Et puis, vous êtes récemment inspecteur général au sein de l'inspection générale de la gendarmerie nationale. Pour toutes ces expériences, nous sommes très ravis de vous accueillir dans le cadre d'un échange autour de quelques points que nous avons pu d'ailleurs partager à l'occasion d'un bon déjeuner au Plomb du Cantal, un bon souvenir. Et donc, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, Général, dans ce studio avec notre communauté. Et puis, peut-être avec une première question qui est un moyen de présenter, représenter peut-être la gendarmerie dont on sait qu'elle est effectivement présente, notamment sur nos routes, mais pas que. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Je suis très heureux aussi de venir parler à votre communauté de mon monde, de mon univers, qui, c'est vrai, est à la fois très connu et finalement pas tant que ça. Parce que la gendarmerie, c'est une des institutions les plus anciennes de France. Hein. C'est une institution qui est née au XIIIe siècle et qui a grandi dans l'histoire de France et qui a développé à la fois un grand empirisme et une belle résilience, puisqu'elle est passée au travers d'un certain nombre de régimes différents, tout en étant présente auprès des Français. C'est une institution aussi... et c'est ce qui fait aussi sa particularité, notamment dans le monde militaire, c'est que c'est une institution très éclatée. Nous avons coutume de dire entre nous que nous avons 3200 points de vente, ce qui est une complexité aussi à gérer. Et c'est une institution à la fois très hiérarchisée, mais en même temps très subsidiaire. Si je prends un exemple, la nuit, dans un département, les gendarmes qui patrouillent sont très très autonomes. Ils vont pouvoir tout décider eux-mêmes, parce que de toute façon, nous ne pourrions pas faire autrement. Voilà. C'est une institution aussi qui est présente partout, vous l'avez dit, hein, donc c'est 95% du territoire, c'est un peu plus de 50% de la population qui est en zone de gendarmerie, mais qui est surtout connue, évidemment, pour ses exploits en matière de sécurité routière, qui n'est pas forcément, évidemment, une image toujours très positive, et qui est un peu méconnue pour toutes ces autres missions très diverses et très variées. Et puis, elle a une caractéristique aussi, cette gendarmerie, qui peut aussi être intéressante, c'est que nous avons développé un modèle intégré. Voilà. C'est-à-dire que la gendarmerie externalise très peu. Hein. Elle essaye, surtout dans le but de la crise, hein, elle essaye de toujours tout traiter en interne, on le verra, ne serait-ce que pour des questions informatiques, par exemple, ou pour d'autres questions. La gendarmerie essaye toujours de traiter, d'internaliser, de façon
à simplifier aussi le traitement, notamment en cas de crise. Alors les missions de la gendarmerie, évidemment, la mission, c'est le maintien de l'ordre public, c'est la première mission. Il y a la mission de sécurité publique, qui consiste à évidemment appliquer les règlements de police administrative, la sécurité routière, bien sûr, et puis le renseignement. Et puis une mission de police judiciaire, qui est évidemment assez connue, puisque la police judiciaire, c'est très parlant, c'est très visible, c'est 40% de notre activité, donc c'est quand même très important. Et puis une dernière mission moins connue et plus discrète et moins prenante, c'est la mission de défense. C'est une mission historique, puisque c'est pour ça que les gendarmes ont été à l'origine créés. C'est la mission notamment prévôtale. Les gendarmes sont partout dans le monde. Dès qu'il y a un régiment de l'armée ou une unité de l'armée qui se déplace, il y a forcément des gendarmes avec eux pour assurer cette mission de gendarmerie. Donc la mission de police judiciaire, c'est la mission centrale. C'est une mission très prenante. C'est une mission qui confronte bien souvent avec la mort, donc qui pose un certain nombre de difficultés. C'est une mission complexe, c'est une mission qui consiste à chercher la vérité, évidemment, dans le domaine, puisque la police judiciaire consiste à constater les infractions, rechercher les auteurs et les présenter devant les juridictions. Et c'est une mission, finalement, où il y a 3 sortes de clients, puisqu'on parle de relations clients. Il y a 3 sortes de clients. Il y a les victimes, d'abord, qui sont évidemment très, très importantes. Il y a l'auteur ou les auteurs qu'il faut trouver en enquêtant à charge et à décharge. Et puis le 3e client, c'est la société tout entière, c'est l'ordre social. Parce qu'évidemment, quand on fait en sorte qu'une infraction soit résolue, on redresse l'ordre, ce qui est quand même la mission principale de la gendarmerie. Voilà en quelques mots, donc ce que pourrait représenter la gendarmerie, assez rapidement. Ouais, une expression, je crois que vous enviez presque, je crois, de vos cousins germains, je crois, la police, cette notion de gardien de la paix, cette unité, cette capacité de cohésion auquel vous concourez largement, et pour tout ça, bien maladroitement, de ma part, je vous remercie. Justement, vous parlez de cette quête de la vérité. Cette notion d'enquête, c'est aussi, alors, dans un tout autre registre, et avec une gravité qui est évidemment bien moins dans nos quotidiens. Comment justement peut-on aller justement dans cette quête, je crois que vous appelez le jaillissement de la vérité. Est-ce que vous avez, alors pas des astuces ou des techniques de baguette magique, mais voilà quelques clés qui sont peut-être enseignées dans vos écoles et surtout pratiquées par vos hommes? Alors, la police judiciaire, oui, alors on l'enseigne de manière assez théorique finalement, parce qu'elle repose sur évidemment la loi, puisque la première chose, c'est de respecter le code pénal et le code de procédure pénale. Donc, ce sont des choses essentielles. Mais évidemment, elle s'acquiert beaucoup par l'expérience et par la pratique. Et donc, elle repose en effet sur quelques idées fondamentales. Et la première, déjà, quand on constate une infraction, surtout une infraction grave, un crime, bien évidemment, c'est les choses les plus complexes. La première réflexe, c'est de faire preuve d'imagination. En fait. C'est surtout de ne rien s'interdire de penser. En fait, plus on pratique dans ce domaine, plus on s'aperçoit que tout est possible. Et donc, il faut surtout parce qu'on a c'est une tendance très humaine, quand on constate une infraction grave, donc si on parle d'un meurtre ou à tout de suite essayer de cerner le coupable le plus proche, parce que c'est ce qu'il y a peut-être de plus évident, finalement. Et il faut bien, la première chose, c'est de se garder de cette idée. C'est-à-dire, c'est de s'écarter au plus possible de cette idée et d'ouvrir, au contraire, toutes les possibilités, et de les écrire même, de façon à les élargir, et ensuite de lancer des équipes sur chacune des possibilités, sur chacune des hypothèses, de manière égale, sans privilégier l'une par rapport à l'autre, pour ne pas sombrer dans l'erreur qui conduirait à arrêter quelqu'un qui ne serait pas coupable. Je prends un exemple assez connu. C'est une affaire qui date d'il y a 25 ans à peu près maintenant, qui s'était passée du côté de Saint-Malo, une affaire dans une colonie de vacances à Plaine Fougère, une petite Anglaise qui avait été donc assassinée dans le dortoir de la colonie. Et dans cette affaire, un homme habitant localement s'est présenté comme coupable. Il a avoué le meurtre. Et ça n'était pas lui. Donc pourquoi a-t-il avoué? Alors ça, c'est une autre difficulté, mais ça montre bien qu'en fait, il faut surtout penser aux choses les plus extraordinaires, parce que c'est peut-être ça qui est arrivé. Après, on revient à des choses plus ternes et plus classiques. Il faut beaucoup de patience
Parce qu'une enquête judiciaire, on en parlait, c'est un travail de bénédictin. C'est un travail, on épluche des fichiers, on épluche des dossiers, on épluche des factures détaillées, on épluche énormément de choses pour arriver à essayer de sortir un fil d'Ariane qui va nous mener. Et ça, c'est long, c'est compliqué, et ça demande beaucoup, beaucoup de patience. Ça ramène aussi à un principe fondamental aussi, c'est le principe de la réalité, la réalité du terrain, la réalité. Il est indispensable de se rendre sur les lieux, de voir les lieux, de les toucher, de les sentir, parce que sinon on aura l'esprit déformé. Et puis évidemment tout cela se fait dans deux grands principes. D'abord le respect du droit. J'en parlais au début, mais c'est vrai que c'est essentiel. Il y a donc un code pénal et un code de procédure pénale, et ce sont des bornes absolument infranchissables et qu'il faut parfaitement respecter. Et puis aussi, et j'en termine là, parce que c'est aussi extrêmement important, le respect des personnes. Et le respect des personnes, que ce soit les victimes, bien sûr, mais ça nous paraît tous évident, mais aussi les auteurs. Et les auteurs, et notamment, c'est pour ça que notamment nous astreignons et nous enseignons à nos jeunes gendarmes à vouvoyer les gens, à les traiter de manière humaine, parce que et je vais employer le terme exprès volontairement, puisqu'on est là, on parle de la relation avec le client. En fait, nos clients, qu'ils soient auteurs ou victimes, quand ils rentrent chez nous, c'est qu'ils ont toujours des ennuis. Voilà, le client est forcément insatisfait. Et donc, il doit être bien accueilli chez nous. C'est essentiel, en fait. On ne peut pas avoir... alors, évidemment, c'est vrai pour les victimes, mais c'est aussi vrai pour les auteurs. Avoir affaire aux gendarmes, c'est malheureusement, c'est malheureusement rarement une bonne nouvelle. Voilà. Vous évoquiez justement tout à l'heure la nécessité d'aller sur le terrain, d'arpenter le terrain. Alors, je vais me permettre une petite figure, j'espère que vous me la passerez, mais quand on a la tête ou le képi dans les étoiles, justement, comment on fait en tant qu'officier supérieur dans une institution assez hiérarchique de garder justement ce rapport au terrain, presque, j'ai envie de dire, cette proximité donc avec la réalité, avec les hommes. C'est quelque chose qu'on peut avoir nous aussi dans nos équipes. Pour vous donner une anecdote, là je voyais tout à l'heure à l'écran Sébastien de la Massif, une personne chez Massif il n'y a pas longtemps qui a un poste de direction Comex, nous disait l'importance d'avoir le client régulièrement au téléphone, de ne pas perdre le terrain. Ça peut se passer comment au niveau de la gendarmerie, dans votre univers, de garder cette relation à la réalité, au sol? Alors, il y a un élément essentiel, je pense, mais qui appartient au monde militaire en général, ce qui est un marqueur même du monde militaire, c'est que on démarre tous en bas de l'échelle. D'accord. Et donc forcément, on acquiert tous au plus bas niveau, petit à petit, les réflexes, et on reste profondément marqué par cette expérience très concrète du terrain qu'on a connu jeune et qui va nous suivre toute la vie. Avec évidemment une difficulté, c'est qu'il faut malgré tout se mettre à jour et suivre ce qui se passe. La formation continue. Bien sûr, d'où l'importance de la formation continue. Alors, dans le monde militaire, la formation continue a une importance énorme. Elle est d'ailleurs obligatoire pour certaines choses. Elle est parfois facultative, mais elle est souvent obligatoire, cette formation continue. Elle est essentielle parce que nous avons une caractéristique aussi, c'est une caractéristique du monde militaire aussi, c'est que nous ne recrutons que des jeunes. Et nous devons amener ces jeunes, les garder 30 ans, 40 ans, les amener jusqu'à l'âge de l'armée, tout en les gardant opérationnels et comment dire, à jour dans leurs connaissances. Et donc la formation continue a une importance essentielle pour maintenir justement nos militaires et nous-mêmes au courant des choses et au plus près des réalités. Alors après, évidemment, on ne peut pas recruter, nous, des gens sur étagère, déjà compétents. Enfin, on le fait, évidemment, de manière marginale, un petit peu, parce qu'on a un certain nombre de personnels civils, on a un certain nombre de gens qui arrivent d'officiers sous contrat aussi, qu'on peut recruter ponctuellement, pour un besoin précis. Mais globalement, les gendarmes doivent se tenir à jour et suivre les choses depuis les origines jusqu'à leur départ. Ouais. Et alors, on a un autre truc, si je puis dire, parce que ce qui est intéressant aussi, mais qui est le même que celui des armées, c'est que les officiers dans la gendarmerie passent une partie de leur temps sur le terrain et une partie de leur temps en organisme de formation ou en administration centrale.
Et ça, alors, ça nous rend parfois très malheureux parce qu'on préfère rester sur le terrain plutôt que d'être dans un bureau parisien. Mais c'est aussi très important parce que ça permet à l'administration centrale de ne pas se déconnecter du reste. Et donc d'avoir des gens qui, quand ils sont à l'administration centrale, viennent du terrain et savent qu'ils y retourneront. Voilà. Et ces allers-retours aussi maintiennent comme ça un équilibre. Après, ça n'est pas parfait et de toute façon, quand on vieillit, on perd un peu le fil. On évoquait tout à l'heure la dure réalité à laquelle vous êtes au niveau de l'institution confrontée. On évoquait ce qui peut être le pire, c'est-à-dire évidemment la mort de l'autre et de devoir effectivement enquêter sur des affaires qui sont pour le moins sombres. Quand on sait effectivement l'importance d'avoir du personnel, des équipes engagées, comment justement le chef, le commandant d'une unité, d'un peloton, justement fait en sorte met tout en œuvre pour garder le moral de la troupe dans le bon ordre, pour garder justement cet engagement qui est nécessaire au succès de la mission? Alors, je pense que ça passe par une grande proximité du chef avec ses subordonnés. Et ça passe aussi par beaucoup d'humilité, bien évidemment, hein, mais surtout peut-être de l'écoute et de la connaissance. Je pense que c'est vraiment essentiel. Il faut que le chef se déplace, il faut qu'il soit présent. Même s'il ne va pas avoir forcément une plus-value de compétences techniques, parce que les sous-officiers, souvent, les gendarmes sont des techniciens de très haut niveau et connaissent parfaitement leur métier, donc ils n'ont pas besoin forcément d'être... Mais la présence du chef, sa capacité à écouter, à entendre et à suivre de près ses subordonnés est essentielle. Je pense qu'il y a cette grande proximité ne signifie pas forcément qu'il n'y a pas de distance. Il demeure forcément une distance. Il y a une phrase du maréchal Foch que j'aime beaucoup qui disait... Enfin, ce n'est pas une phrase du maréchal Foch, c'est une phrase d'un de ses officiers de son cabinet qui disait du maréchal Foch il ne faisait pas sentir les distances à condition qu'on les observe. Et c'est très intéressant parce qu'en effet, dans le rapport humain, c'est vrai qu'il y a à la fois le respect de la distance, mais en même temps, la grande proximité et la capacité à écouter, à suivre, à être au plus près de ce que les gendarmes font, de façon à être là lorsque les temps sont durs. Je pense aujourd'hui, je l'ai fait quand j'étais jeune officier, et c'est ce que je demande aux jeunes officiers de faire, hein, c'est que, notamment lorsqu'il y a parce que le gendarme est confronté à la mort de manière très, très régulière, qu'elle soit accidentelle ou criminelle. Hein. Et quand il y a un mort, le chef doit être là. Voilà, il doit être là, même si techniquement, un accident, ce n'est pas plus compliqué qu'autre chose, hein, et pas besoin forcément d'une compétence particulière. Mais le fait d'être là change énormément les choses, en fait. La présence du chef est essentielle, en fait. Et comme, évidemment, la gendarmerie est très éclatée, évidemment, le chef est souvent dans sa voiture, mais ça fait partie des contraintes de ce métier et aussi de sa noblesse, parce que la proximité avec les gendarmes, c'est quand même ce qu'il y a de plus riche. Ouais. Merci. Le travail du gendarme et du chef, on le voit passer infiniment par le relationnel, par la rencontre à l'autre, par le fait d'aller sur le terrain. En même temps, vous évoquiez que la gendarmerie requiert en son sein de merveilleux techniciens. On sait qu'il y a énormément d'innovations qui naissent dans nos armées avant qu'elles n'épousent ou ne soient embrassées par l'univers civil. Comment, justement, notamment la gendarmerie peut, un petit peu comme nous au niveau de la relation client, intégrer justement la technologie sans perdre cette relation à l'autre, à l'humain? Est-ce qu'il y a, évidemment pas un état des lieux, mais quelle peut être votre perception justement sur l'irruption de la technologie, de ces nouvelles technologies, de cette IA, de ces décisions par la probabilité, qui sont un petit peu nos problématiques au niveau de la relation client, au niveau de la gendarmerie? Vous y êtes, j'imagine, peut-être confronté aussi à ces réflexions. Je pense que c'est une difficulté majeure pour nous comme pour tout le monde. Hein. C'est vrai que la gendarmerie est en effet très poussée par la technologie, hein, développe énormément de technologies en matière informatique, en matière d'intelligence artificielle, en matière de police technique et scientifique, bien sûr. Hein. Tous ces domaines-là nous passionnent et nous interrogent et nous poussent à progresser, bien évidemment, et ils sont très riches. On a
On a un certain nombre de logiciels. On est aussi très présent sur le cyber aussi, parce qu'on sait très bien qu'une bonne partie de la délinquance s'est déplacée dans le monde cyber. Et tout cela, évidemment, nous pousse à utiliser cette technologie. La difficulté, bien évidemment, ça n'est pas la technologie de haut niveau, en fait. La difficulté, ça n'est pas cette technologie-là qu'on développe et qui va nous permettre de résoudre des enquêtes plus difficiles. La difficulté, c'est celle du quotidien. Et j'aime parler, en effet, du GPS. Voilà. L'appli GPS, le Google Maps ou le Waze, c'est très intéressant, évidemment, ça fait gagner du temps, c'est extrêmement pratique, et tout le monde l'utilise, bien sûr. Nous tous, nous l'utilisons quotidiennement. Mais ça crée deux difficultés. La première, c'est que on perd la compétence de la carte et de la boussole. Et le jour où la technologie ne fonctionnera pas, et qu'il faudra reprendre les méthodes traditionnelles de la carte et de la boussole, ça va poser d'énormes difficultés dans l'usage quotidien, parce qu'aujourd'hui, nos jeunes gendarmes, ils apprennent à l'école. Mais une fois en unité, une fois dans le mouvement, je pense qu'ils abandonnent complètement, parce que c'est tellement plus facile de marcher au GPS. Et puis la deuxième difficulté que ça crée, c'est que, et on le sait nous aussi, le GPS crée des injonctions. C'est-à-dire que quand le GPS vous dit de tourner à droite, en général vous tournez à droite, parce que vous faites confiance à cette machine. Or, la machine peut vous tromper. Et là aussi, quelque part, on perd de l'autonomie et du jugement, hein, de ce qui fait un peu le génie humain, si je puis dire. Alors j'ai l'intelligence, la réflexion personnelle, l'imagination, le flair. Tout cela se perd à cause des injonctions. Et en effet, on risque à trop aller dans ce sens-là, à ce que finalement, on ait des gens qui obéissent à la machine de peur qu'ensuite on leur reproche d'avoir fait autre chose. Parce que là aussi, évidemment, ne pas obéir aux injonctions de la machine, c'est prendre un risque. Ouais. Et si on se trompe, on risque ensuite d'entendre « Ah, si vous aviez écouté la machine, mon ami, vous ne vous seriez pas trompé. » Voilà. Donc je pense qu'il y a une vraie difficulté dans l'usage, non pas l'usage de haut niveau, qui là est très clair. La puissance de calcul des algorithmes nous apporte énormément, il n'y a aucun doute là-dessus. En revanche, dans la pratique du quotidien, il va falloir y aller avec beaucoup de mesures et surtout, je pense, il va y avoir un gros effort à faire de formation, d'éducation à l'usage, et puis aussi à revenir à des exercices. On appelait ça, quand j'étais militaire dans l'armée de terre avant d'être gendarme, on appelait ça les exercices en dégradé. On coupait les machines, on coupait les ordinateurs, on coupait tout et on disait maintenant débrouillez-vous comme avant. Ouais. Et on faisait ça régulièrement. Et je pense qu'en effet, ça sera indispensable de le faire. Ouais, ça peut paraître effectivement comme une perte de souveraineté que de confier une partie de son intelligence. Que dirait Hercule Poirot s'il ne musclait pas ses petites cellules grises? Et une autre figure qui n'est pas de la gendarmerie, ça je l'ai bien noté, mais parce qu'outre-Atlantique, c'était notre ami Colombo qui a la dernière question et qui pourrait être la dernière question de sa femme. On a évoqué ce matin un petit peu les fiertés des uns et des autres par rapport à nos métiers. Donc il y a forcément de l'utilité, il y a aussi un rapport à des missions qui touchent peut-être de manière un peu émotionnelle. Est-ce que vous auriez une anecdote également à nous partager sur une mission, une enquête ou autre, avant d'embarquer nos amis du SAV? Oui, j'ai une affaire judiciaire qui m'a beaucoup marqué lorsque j'étais sur le terrain, donc en province. L'histoire d'une tentative de meurtre sur une vieille dame qui avait 90 ans, qui était seule, qui vivait seule chez elle, qui était parfaitement autonome et qu'on retrouve un matin dans un état épouvantable. Enfin, elle était presque morte, si je puis dire, chez elle. Et évidemment, le cas était grave, d'autant plus que cette personne nécessitait d'abord d'être protégée, puisqu'elle était encore vivante, et elle a survécu d'ailleurs, avec des lourdes séquelles. Elle n'a jamais retrouvé l'autonomie qu'elle avait, mais elle a survécu aux faits. Et cette affaire m'a beaucoup marqué, parce que, évidemment, comme toujours dans une affaire comme ça, on étale toutes les hypothèses, ce que je disais tout à l'heure. Donc évidemment, il y avait eu des traces de cambriolage, de fouilles. Donc il y a évidemment le cambrioleur, il y a le rôdeur, il y a le voisin, il peut y avoir un certain nombre d'hypothèses. Et parmi toutes ces hypothèses, il y a les proches
bien sûr, hein, la famille proche. Et elle avait comme famille proche qu'un neveu, qui avait quand même déjà 65 ans, hein, mais c'était sa seule famille proche, son neveu et filleule d'ailleurs. Hein, donc elle avait un attachement particulier pour ce garçon qui était sa seule famille, puisqu'elle était veuve et elle n'avait pas eu d'enfant. C'était sa seule famille et son neveu vivait dans les Vosges. Et nous, très rapidement, il y a 2 éléments qui nous interpellent assez rapidement. Le premier élément, c'est que peu de temps avant cet attentat qu'elle avait subi, peu de temps avant, son neveu était venu la voir et il avait déclenché son collier d'alerte qu'elle avait autour du cou, il l'avait déclenché. Et donc, quand ces colliers sont déclenchés, il y a un enregistrement automatique des voix et on entend la voix du neveu sur la bande qui dit « Est-ce que ça se déclenche automatiquement quand tu tombes ?» C'est une question très intéressante, en fait. Hein. Et nous, ça nous interpelle, on dit « c'est pas du tout... » C'est pas anodin. C'est pas anodin, voilà. Et puis la deuxième chose évidemment qui nous interpelle, c'est qu'on fait ce qu'on appelle son environnement. Hein, donc on fait l'environnement du neveu et on s'aperçoit qu'il a de lourds problèmes financiers, de très lourds problèmes financiers. Et évidemment, cela crée un mobile. Et en général, c'est très humain, mais pour qu'il y ait une tentative de meurtre, il y a bien souvent un mobile. Et donc, on a quand même 2 éléments. Et là, évidemment, la difficulté est importante parce que c'est sa seule famille. Et donc, ce neveu nous dit « Mais moi, je veux la prendre chez moi, je vais m'occuper d'elle, je vais la soigner, etc. » Et évidemment, c'est une demande qui, a priori, on ne peut plus naturelle, mais qu'on ne pouvait pas du tout accorder en l'état actuel des choses. Et donc, je vais devoir mettre un gendarme 24 heures sur 24 à la porte de cette dame, qu'elle soit d'abord à l'hôpital, puis en maison de repos, puis en maison de retraite. Hein. Donc il y a eu pendant 8 mois un gendarme, et d'ailleurs on parlera là-dessus, mais un gendarme de réserve, hein, donc un réserviste hein, qui a tourné en permanence. Voilà. Et ça nous a d'ailleurs conforté dans ce qu'on nous pensions d'ailleurs sur ce neveu, parce que, très curieusement, alors qu'il est sur écoute téléphonique évidemment, il ne mentionne à personne le fait que sa tante soit protégée par un gendarme. Ce qui pourtant est extrêmement choquant. N'importe lequel d'entre nous, vous allez voir une de vos vieilles tantes, il y a un gendarme à la porte. Oui. En sortant, vous allez appeler en disant c'est extraordinaire. Voilà. Lui, il est le seul à ne pas être étonné. Donc ce qui nous conforte un peu. Alors l'enquête va suivre son cours. Elle va être très difficile parce qu'il habitait dans les Vosges, elle habitait Douai-la-Fontaine, donc c'est loin. On n'arrive pas à matcher. Et là on parle de patience, hein, parce que on épluche tout ce qui peut permettre, hein, péage, radar, enfin bref, tout ce qui pourrait permettre de créer un lien. Et on n'en trouve pas, donc impossible de créer un lien. Mais les éléments s'accumulent au plan financier. Et donc au bout de 8 mois, on va l'interpeller, le mettre en garde à vue. Et surtout, on va démonter l'alibi, parce qu'il avait un alibi, évidemment. On va démonter son alibi, ce qui va nous permettre de le confondre. Et donc il a été condamné à... Mais le fait d'être obligé de protéger cette personne pendant 8 mois m'a énormément marqué. C'est assez unique en fait. Hein, c'est quelque chose. Je me suis senti d'ailleurs le devoir de le faire parce qu'en fait on était quand même dans une situation très compliquée. Et donc c'est pour ça qu'en même temps, puisque je parlais des réservistes, j'ai dit oui, nous recrutons toujours des réservistes. On peut être réserviste de la gendarmerie jusqu'à 40 ans. Et une petite formation de 2 semaines, et on peut venir comme ça. Et nos gendarmes réservistes sont des gendarmes comme les autres. Quand ils viennent travailler, ce sont des gendarmes au même titre que les autres. C'est vraiment nos intérimaires. Hein. Ouais. Y a pas de... voilà. Et nous avons vraiment besoin de réservistes. Voilà. On parlait ce matin de mission d'ange gardien. Voilà, là, en l'occurrence, on voit bien l'ange gardien devant, effectivement, la porte de cette dame. Merci beaucoup, Général, pour votre témoignage. On va inviter nos amis du SAV qui sont dignement représentés par Isabelle Mirochat de Bouygues Immobilier, Stéphane Bourrier de l'UCPA, également président de l'association, pour recueillir les quelques commentaires, quelques questions. Et puis ensuite, nous reviendrons en plateau pour apporter quelques réponses. Voilà. On attend que le téléphone sonne. Ah. Service après-vente à Marc, bonjour. Oui, mon général. Ah oui, vous nous appelez de très loin. Je vous entends pas bien, ça grésille. Votre nom, Général de Gaulle. Oui, Général Morin, il nous a bluffé. Excusez-moi, je reprends la pause. Oui, vous suivez la marque, vous suivez la convention, c'est formidable. On a eu plein de questions et
Je vous garde en ligne, même si, en effet, la communication n'est pas très bonne. Je vous garde en ligne, on va prendre les questions pour le général Morin. Ne quittez pas. Merci Général, merci Marie-Louis. Alors avant les questions, il y a déjà des réactions de Franck qui nous dit finalement on fait un peu le même métier. On traite les réclamations, on épluche, on enquête, on réfléchit, on respecte, mais pour nous il n'y a pas de coupable. C'est vrai qu'il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de criminel, il n'y a pas d'interpellation, il n'y a pas de garde à vue. Donc Franck nous dit on fait un peu le même métier et Marie nous rebondit en disant oui, il n'y a pas de crime, effectivement. Il y a Hélène aussi qui réagit en disant effectivement il est important aussi d'aller sur le terrain pour à la fois à la rencontre des clients, à la fois à la rencontre des collaborateurs, de nos produits, de nos services. C'est très important. Donc je souscris à la réaction de Franck où je trouve qu'avec la gendarmerie, il y a le lien social qu'on doit faire, nous, les services réclamation, que la gendarmerie doit faire, l'investigation à travers effectivement l'enquête ou la quête de vérité. Il y a aussi plusieurs clients, il y a la victime, l'auteur, et puis, comme vous disiez, il y a la société. Respect du droit et respect des personnes, tout ça, ça a été souligné à travers le chat et les différents commentaires. Et puis, il y a un point sur lequel on voulait vous poser une question, là, à travers l'humilité. Donc, Isabelle. Oui, dans le chat, il y a quelqu'un qui s'exprime au sujet de l'humilité, parce que ça, c'est sa place, nous, dans nos métiers de la réclamation client, la place de l'humilité. Et on voulait vous interroger sur la place de l'humilité dans la gendarmerie. Et également, parce qu'elle a sa place également dans le management, si vous pouviez, vous avez donné quelques pistes sur le management et nous donner à nouveau quelques indications sur un bon management quand on est face à des personnes qui vont être sur des situations qui sont d'enquête et pas forcément des situations très simples. L'humilité commence par se faire rebaptiser général Morin. Donc mon général Monin, voilà, une question sur l'humilité, justement, cette... Alors c'est une vraie question, c'est vrai que c'est une question difficile parce que plus on monte dans la hiérarchie finalement, plus on a tendance à s'éloigner, à perdre de cette humilité qu'on pourrait avoir parce qu'on est de mieux en mieux traité, on est de mieux en mieux considéré, on est de mieux en mieux entouré et forcément on peut perdre petit à petit cette nécessité. Alors, je dirais que l'humilité, elle est d'abord celle de l'enquêteur face à la réalité. C'est-à-dire que je pense que c'est d'abord une question de réalité. C'est-à-dire que, oui, l'essentiel, à mon sens, c'est qu'en effet, c'est la réalité qui commande. Et comme c'est la réalité qui commande, on doit être très humble face à cette réalité. Parce que c'est celle qui va dominer finalement l'ensemble. Et c'est ça qui crée d'abord cette humilité. C'est que c'est pas nous finalement qui commandons, c'est les événements, le terrain, la réalité. Voilà. Et en effet, la gendarmerie n'est pas une institution très technocratique parce que ça ne fonctionnerait pas en fait, parce que la réalité est tellement prégnante et tellement présente que la technocratie a peu de prise sur cette réalité. Je pense qu'elle est là. Ensuite, la deuxième volée de l'humilité, si je puis dire, c'est beaucoup plus personnel et beaucoup plus celle que doit conserver le chef. C'est-à-dire que ça n'est ni je dis souvent avec humour, mais en interne, je le dis souvent avec humour, mais si le nombre de galons ou d'étoiles donnait la compétence, ça se saurait. Alors, c'est pas toujours bien perçu, mais c'est aussi une réalité. C'est-à-dire que souvent, et il faut être à l'écoute pour ça, parce que souvent, ça peut être justement le dernier gendarme arrivé, le plus jeune, le moins compétent, qui va avoir l'idée, qui va permettre de résoudre une situation. Et ça, il faut que le chef ait l'humilité de l'entendre, de l'écouter et d'en tenir compte. Et je pense que ça, c'est aussi une question très forte, parce que sinon, on passe à côté d'énormément de choses, tant vis-à-vis des enquêtes, tant vis-à-vis de l'externe, on va passer à côté d'un certain nombre, mais aussi en interne, parce que si on n'est pas à l'écoute de ses subordonnés, de leurs problèmes, de leurs difficultés, de leur situation, on va passer aussi à côté d'énormément de choses et de satisfaction aussi professionnelle. Ouais. La deuxième question. Je crois qu'il y en avait une. En tout cas, oui, c'était sur le management. C'était sur le management. Alors là aussi, ce sont des visions un peu personnelles. Hein. Je ne parle pas... évidemment, je parle en tant qu'officier de gendarmerie, forcément, mais j'ai une vision aussi forcément personnelle. Alors, je pense que la première maxime du commandement, c'est celle de l'amour. Alors, vous êtes tous, évidemment, extrêmement surpris que je puisse dire une chose pareille, mais
Aujourd'hui, on a une vision de l'amour assez monolithique, c'est-à-dire qu'on va considérer que l'amour est une question de sentiment. Mais ça n'est pas aussi simple que ça. L'amour est une question de sentiment, c'est certain, mais c'est aussi une question de volonté. Alors j'aime bien alors je ne parle pas italien, je vous rassure, mais en italien, il y a le terme aimer à trois exceptions. Alors il y a, je crois qu'il y a pacere, enfin, les italianisants me corrigeront, mais pacere qui est l'amour sentiment, passion. Il y a amare, et puis il y a aussi, alors je ne vais pas faire une erreur, mais je crois que c'est volonté bene, vouloir du bien. En fait. Et je pense que c'est cette exception-là qu'il faut reprendre dans le terme de commandement. C'est-à-dire que commander, alors certes, donner des ordres, les contrôler, ça c'est la partie évidemment sur laquelle on est tous d'accord, mais derrière, il doit y avoir cette volonté de faire du bien à ses subordonnés. C'est-à-dire de vouloir le bien, alors on va employer un terme aussi qui est peut-être un peu galvaudé aussi, mais vouloir le bien commun. Tout simplement. Et je pense que quand on a cette idée, quand on est à la tête d'une unité, quand on est un manager, un chef, si on a l'idée du bien commun, du bien de tous en fait, eh bien je pense qu'on va être un meilleur ou un moins mauvais chef que si on ne l'avait pas. Ouais. Voilà. Merci beaucoup à mon général. Eros, Philia, Agapé, voilà, se donner par amour, le sacrifice, une notion particulièrement, j'oserais dire, militaire, peut-être de manière maladroite. Une veille de 11 novembre, ça prend tout son sens. Mon général, un immense merci. Nous allons rejoindre dans quelques instants nos amis du SAV des émissions, peut-être pour un dernier commentaire. On vous rejoint dans quelques instants et va nous rejoindre également sur ce plateau Céline Rosli-Baletti. Stéphane, j'écoute tes commentaires. Oui, merci Général Monnard. Alors on a fait une petite erreur. Général, on vous prie de vous... Pas d'enquête sur le sujet, hein, Général Monnard. On est un peu frustré parce qu'il y avait plein de questions à vous poser. Est-ce que la gendarmerie, il y a beaucoup de réclamations des citoyens, des interpellés, etc. Comment elles sont gérées? Quelle est l'attitude? Donc plein de bonnes pratiques qui étaient demandées. Il y avait aussi d'autres questions qu'on ne pourra pas vous poser, mais donc on essaiera de vous relayer là tout à l'heure après notre moment de convivialité. Isabelle, est-ce que tu avais des... Oui, alors on attendait un appel, mais vraisemblablement il n'est pas encore là, mais ça ne devrait pas tarder. Je pense que ça devrait sonner... Ah alors, c'est pas prémédité du tout. Service après-vente à Marc, bonjour. Hello Elon, how are you? C'est Elon Musk. Ah oui, bien sûr, vous parlez français, c'est formidable. Ah, vous aussi, vous êtes un gardien de la paix. Est-ce que vous avez suivi la convention, là? Ah, oui, on est sur Twitter, bien sûr. Amarc, association. Vous êtes un gardien. Oui, on avait compris que vous étiez gardien de la paix. C'est vraiment gentil de contacter le service après-vente. Vous aimez bien l'idée de ne rien s'interdire de penser? Ah oui, ça, c'est une vraie vision. Hein. On comprend très bien. Et par contre, les enquêtes, c'est pas trop votre truc. Ah oui, on peut comprendre en même temps. Sur l'humilité, vous avez quelque chose à nous dire? Ah, ouais, non, mais en effet, vous savez, vous pourrez vous faire prendre le replay si vous n'avez pas tout vu de notre convention à Marc. Mais c'est très gentil d'avoir appelé, hein. Et puis je ne savais pas que vous parliez si bien le français, Elon. Merci de votre appel. On vous dit à très bientôt sur Twitter. Bye bye, Elon. Bye bye. Elon Musk qui nous appelle. Bon, rendez-vous sur Twitter, les amis. Rendez-vous. Marie-Louis, donc plein de réactions, plein de chats. J'en profite aussi pour... souvent, on n'a pas l'occasion de le faire. Là, j'ai une petite tribune pour te remercier, Marie-Louis, de cette animation de cette convention en live. C'est jamais facile. Donc, un grand bravo à toi et à toute l'équipe environnante qui facilite tout le travail des intervenants. Donc, bravo. Encore. Mention spéciale à nos amies françaises des Jeux. Un petit clin d'œil à une en particulier, elle se reconnaîtra. Happy birthday! Et puis je remercie aussi la BPCE là, de nous avoir aidés à l'organisation de toute cette convention. Donc c'est vraiment chouette, c'est un beau partenariat. Donc on est fiers en tout cas d'avoir pu produire cette convention. Merci à tous. Et là, on te laisse la parole, Marie-Louis.